de femmes d'affaires chrétiennes. Maman, voici, nous sommes un groupe de femmes d'affaires chrétiennes. Nous sommes un groupe que Maman Olangi a fondé. C'est Maman Olangi qui a fondé notre groupe. Maman Olangi, bien sûr, elle a commencé à prêcher. Maman Olangi a commencé à nous prêcher spirituellement, matériellement. Et elle ne voulait pas que la femme croise les bras. Elle voulait que la femme puisse faire aussi quelque chose. Puisque quand la femme ne fait pas quelque chose, elle doit arriver à pécher, peut-être elle doit arriver à faire la débauche, elle peut aller plus loin que ça. Mais quand vous êtes auprès du Seigneur, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous mettez ça en pratique et vous faites aussi quelque chose, le Seigneur va vous aider à partir de ce que vous êtes en train de faire. Donc à partir d'un petit rien, vous pouvez devenir grand. Maman là, il nous prêchait ceci. Elle nous disait que la femme ne peut pas croiser les bras. Même si le mari ne travaille pas, là, vous voyez que peut-être auparavant vous aviez la richesse, vous aviez beaucoup d'argent, mais maintenant le mari ne travaille plus, la femme ne peut pas croiser les bras, la femme doit travailler pour soutenir les enfants, pour soutenir la famille. Et Dieu mettra les mains quand la femme se lève. C'est pourquoi Maman Olangi a pris cette idée, elle a appelé les femmes, nous sommes arrivés à cotiser l'argent. Dans les temps, nous avons cotisé l'argent à chacun, on a donné, les autres donné $1000, les autres donné $2000. Et ensemble, on a fait une affaire. Mais cette affaire n'avait pas réussi. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de choses. Il y avait aussi manque d'amour, il y avait manque de confiance entre nous, il y avait aussi les engins qu'on avait utilisés n'étaient pas en bon état. Et il y avait aussi la guerre qui était arrivée là où on était parti chercher les histoires. Ce qui fait qu'il y avait deux groupes, on avait deux groupes. L'autre groupe, on a eu quand même un peu de bénéfices. Et l'autre groupe, il y avait un peu d'échec, il y avait la perte. Mais on ne s'est pas croisé les bras, nous avons continué. Et à un moment donné, maman avait arrêté. Comme nous avons ce Dieu de continuité, les enfants sont là, ils ont commencé maintenant avec cette œuvre. Les enfants ont commencé avec cette œuvre. Nous nous sommes réunis de nouveau. Pour le moment, nous sommes en train encore de cotiser nos argent. Dans nos réunions, on fait ceci quand nous réunissons, nous cotisons 1000 francs. Pour le moment, nous sommes réunis. Ça fait au moins 2 mois, 2 à 3 mois. Nous avons déjà plus de 10 000 $. C'est qu'on est en train de cotiser avec nos 1000 francs. C'est ça. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'à la longue, on va faire encore une affaire ensemble pour diviser les bénéfices. Nous avons beaucoup de projets. Il y a les projets de construction, il y a les projets de l'agriculture, il y a les projets parmi nous, il y a les mamans qui font quelque chose, les mamans qui créent, il y a les mamans qui font les yaourts, il y a les mamans qui coulent les habits, il y a les mamans qui font les jus, il y a les mamans qui font... Donc nous sommes des femmes entrepreneurs. Nous faisons beaucoup de choses parmi nous. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes prêtes, maman, à vous écouter. Pourquoi pas écouter aussi votre expérience et nous encourager encore pour que nous puissions plus retourner, nous puissions aller de l'avant. Mais je voulais vous dire ceci, maman, avec notre papa Paul David, c'est lui d'ailleurs qui a eu l'initiative. Il a sa société qui s'appelle Africa Veritas. Donc c'est lui qui a commencé à nous réunir. Mais nous, GEFAC aussi, nous sommes là à Africa Veritas. Il a aussi beaucoup de projets avec nous. En tant que femme, maman, nous sommes très ravis de vous recevoir et nous entendons votre expérience et si vous pouvez nous encourager afin que nous puissions aussi devenir comme vous. Comment vous avez fait? Maman, sa présidente. C'est pourquoi nous sommes là, maman, pour vous écouter. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ce que vous êtes? Et vous aimez ce Dieu,
vous craignez s'aider. Vraiment, vous êtes un exemple. On est là. Merci maman. Si vous pouvez prendre la parole. Moi, je voudrais d'abord vous saluer. Merci. Vous remercier d'être venus si nombreuses pour assister à cet échange-là, à cet entretien. Vous demandez de dire merci à la famille Olangui qui m'a invité aujourd'hui pour venir ici au Congo-Kinshasa pour prier avec les membres de l'église et puis vous rencontrer, parler avec vous. Moi-même, au départ, je ne suis pas une femme d'affaires. Au départ, je ne suis pas une femme d'affaires. Au départ, j'ai été une femme professeure. J'enseignais le français au lycée classique chez moi, qui est le plus grand lycée de Côte d'Ivoire. J'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, après, disons en même temps, je me suis intéressée à la politique. Donc, je suis devenue une femme politique. Avec mon mari, on a créé un parti. Parce qu'à cette époque-là, en Côte d'Ivoire, c'était le parti unique. On n'avait pas le droit d'avoir un autre parti. Donc, on s'est battu jusqu'à ce qu'on obtienne l'autorisation de créer, que chacun ait l'autorisation de créer son parti, d'aller dans le parti qu'il veut. Et donc, on a pu maintenant créer le parti qu'on appelait le Front populaire ivoirien. Quand on a créé ce parti, c'était en 1990 qu'on a créé ce parti. Je suis allé briguer le mandat de député et je suis devenu député dans une circonscription de chez moi. Je suis resté député 15 ans. Entre-temps, mon mari on est arrivé au pouvoir. Mon mari est devenu président de la République. Donc, je suis devenue première dame. Mais quelque temps après que je sois devenue première dame, notre pays est entré en guerre. Il y a eu une rébellion au nord du pays qui est descendue. Donc, il y a eu la guerre dans le pays. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Mon mari dirigeait le sud et les rebelles étaient au nord. Comme ça. Et c'est parce qu'il y avait la guerre. Il fallait que la population mange. Il fallait que la population vive. Il fallait que les enfants aillent à l'école. Il fallait que les malades soient soignés. C'est ça qui va m'amener en tant que... Parce qu'en Côte d'Ivoire, on m'appelle beaucoup Oman, c'est-à-dire la maman du pays. Alors, à cause de ça, je me suis mise à m'intéresser au travail que les femmes font. Parce qu'il y avait la guerre, donc j'ai convoqué les femmes. Et quand j'ai convoqué les femmes qui sont commerçantes et qui vendent les produits vivriers. Je leur ai dit, quand vous regardez dans les films, quelquefois, il y a la guerre dans les pays, il n'y a plus à manger à cause de la guerre, et on a des avions que les Blancs font venir avec des vivres dedans, et ce sont les avions qui jettent la nourriture depuis l'avion, et on voit les populations en bas, les Noirs qui courent pour ramasser les sacs de riz, les sacs de farine, les sacs de ceci, tout ça pour pouvoir manger un peu. Moi, je ne fais pas ça dans mon pays. Vous, vous êtes les femmes, vous ne produisez pas les vivriers, mais c'est vous qui vendez le vivrier. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui produisent dans les champs, dans les villages, qui produisent les vivres. Bon, chez nous, là-bas, tu produis de l'igname, tu produis du manioc, tu produis de la banane,
etc. Ça, c'est ce qu'on mange chez nous. Du maïs, etc. Et maintenant, il y a des femmes qui sont organisées. Elles sont des commerçantes. Elles font le commerce du gros de vivrier. Donc, elles vont dans les champs. Elles passent des accords avec les paysannes. Et puis, quand la récolte arrive, elles viennent avec l'argent. Elles achètent les récoltes des femmes et elles viennent vendre ça au marché. Donc, je me suis intéressé à ça d'abord, pour voir un petit peu quel est le problème. Est-ce qu'il y a des problèmes? Ou est-ce qu'elles n'ont pas de problème? Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les femmes, elles produisent dans les champs, mais une fois que tu as récolté ton produit, pour arriver même au bord de la route, c'est un problème. Parce que les routes sont mauvaises. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici. Hein. Mais les routes sont mauvaises. Et donc, pour transporter les produits là, c'est un problème. Donc, les femmes qui vont ramasser les produits, elles sont obligées de payer les transports pour aller jusque là-bas, bord champ, pour récupérer les produits. Quand elles récupèrent les produits, elles veulent gagner leur argent. Elles ont investi l'argent pour le transport. Donc, elles veulent récupérer leur argent. Donc, il faut négocier avec elles pour que ce qu'elles achètent aux femmes, là, ça ne soit pas un prix trop bas. Donc, ça, c'était un des problèmes qu'on a eu à traiter. Le deuxième problème, quand les femmes récupèrent les produits, par exemple, tu produis de la tomate, elles s'en vont, elles récupèrent la tomate. Mais la tomate, c'est un produit qui pourrit vite. Hein? Si c'est la banane mûrit vite. Et donc, une fois que la banane est mûre, ça n'a plus la même qualité. Hein? Quand le plantain est mûr, ça n'a plus les mêmes qualités que la banane verte. Donc, le deuxième problème, c'est dans le transport, là. Comment faire pour que, dans le transport, les produits ne pourrissent pas? Que les produits arrivent en ville rapidement. On s'est rendu compte que les camions que les femmes utilisent pour ramasser les produits là, ce ne sont pas des camions qui sont adaptés. C'est les mêmes camions qui ramassent le café, c'est les mêmes camions qui ramassent le cacao, c'est les mêmes camions qui ramassent les ignames, c'est les mêmes camions qui vont ramasser les tomates, c'est les mêmes camions qui vont ramasser les aubergines, les piments, etc. Or, donc les femmes, pour pouvoir transporter leurs tomates, elles sont obligées d'acheter des paniers. Ici, je ne sais pas, hein? Vous n'avez pas de paniers? C'est des caisses. Bon. Et elles vont mettre toute la tomate là, dans la caisse. Donc, quand elles ont mis toute la tomate dans la caisse, ce qui est en bas là, ça va être écrasé. Et ce qui est en haut, ça va être propre. Je regarde le Liban. Voyez où se trouve le Liban? Ce n'est pas en Afrique, hein? C'est loin de l'Afrique. Le Liban, c'est derrière Israël. Mais quand les Libanais produisent le raisin, ils viennent vendre le raisin dans notre pays. Le raisin arrive chez nous, c'est propre. Il n'y a aucun grain qui est écrasé. Pourquoi? Parce qu'ils ont les caisses là qui sont fabriquées de telle façon que tu as mis ton raisin ici, mais au-dessus là, tu vas mettre encore une planche et la planche là va faire que le raisin qui est en bas n'est pas touché. C'est le raisin qui est en haut qui va venir, et puis encore il y a une troisième caisse et puis il y a une quatrième caisse. Quand c'est transporté comme ça par avion même pour venir chez nous, c'est propre. Donc, un autre problème, c'est réussir à négocier avec les fabricants de caisses là, pour qu'ils fabriquent des caisses qui peuvent permettre de transporter les produits sans problème, sans que ça s'écrase, sans que ça périsse vite. Chez les Blancs, ils ont un autre modèle pour les véhicules là. Ce sont des véhicules frigorifiés. Ce qui fait que quand les produits sont transportés, à cause du froid là, les produits ne se gâtent pas vite. Mais nous là, on peut faire ça ici. Et donc, le premier travail
une des premières choses qu'il faut faire, c'est quand on travaille avec le monde paysan et le monde des commerçants qui viennent vendre en ville, c'est premièrement au niveau de la production, essayer d'aider les femmes à produire et à produire de bonnes quantités. On peut produire même pour que chaque année, toute l'année, tu récoltes la tomate, ou chaque année, tu récoltes le piment, chaque année, en saison, en contre-saison, tu dois pouvoir produire ça. Et ça, comme vous dites que vous faites des cotisations ici, il faudrait voir avec les productrices dans quelle mesure on peut mettre un peu d'argent à leur disposition pour les encadrer au niveau de la production, pour les former au niveau de la production. Et puis ensuite, les commerçantes là, elles, ce sont des commerçantes. Elles sont des commerçantes de gros. Il faut qu'elles soient capables d'enlever. Donc là aussi, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Il y a une chose que souvent on n'ose pas faire. C'est de créer une banque. On n'ose pas faire ça. Parce qu'on a l'impression que pour que ça devienne une banque là, il faut avoir des milliards et des milliards. Or, les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs qu'on récolte là, si le banquier avait ça, il serait heureux. Hein. Les banquiers modernes là, s'ils avaient ça, ils seraient heureux. Donc les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs qu'on récolte là, c'est ça qui est l'argent. C'est ça qui peut permettre. Donc il ne faut pas vous décourager pour ça. Pour les 1000 francs, il ne faut pas vous décourager. Mais ça signifie que la gestion là, elle doit être stricte. Parce que nous là, les Noirs là, dans notre histoire, on a été trop malmenés. On a été trop grugés. On nous a trop trahis. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance. Est-ce que c'est vous? On n'a pas confiance. Moi, je la regarde là. Elle est une jolie madame. Mais quand elle va me dire, maman, mets 1000 francs dans la caisse pour qu'on puisse demain avoir de l'argent, je vais la regarder, je vais dire, qu'elle se prouve que, comme elle est jolie là, peut-être qu'elle va prendre mon argent pour aller acheter les produits de beauté. Et c'est ça, hein? Oui. Or, c'est là qu'il y a l'argent. C'est là qu'il y a l'argent. C'est là que vous pouvez... Les Camerounais, c'est ce qu'il faut. Hein? Les Camerounais, ils sont tout près de vous ici, là. Les Camerounais, c'est ce qu'ils font. Vous voyez les grands Camerounais, les Bamileke, qui sont des richards. Mais Bamileke, là, il ne va pas chercher l'argent à la banque. Hein. Il est dans les tontines. Ils font des tontines jusqu'à ils font tontines de milliards. Donc, je pense que ça, c'est une éducation qu'il faut avoir. Il faut changer l'esprit, là. Changer les mentalités. Changer les mentalités. Et que si vous faites ça, ça peut également être un moyen de vous en sortir. Que si on veut attendre les banques des Blancs, là, pour venir financer nos activités, on va attendre indéfiniment. Voilà. Donc ça, c'est une autre expérience que moi j'ai vécue. Ce n'est pas facile, mais avec ça, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Il y a une autre chose que je peux dire. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique même, je peux dire, on est arrivé à une époque où notre développement, là, c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Tu es parti à l'école, tu n'es pas parti à l'école. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta main. Vous voyez? Souvent, quand je parle de ça avec les amis en Côte d'Ivoire, je leur dis, vous êtes des chrétiennes, vous êtes des chrétiens, vous connaissez l'histoire de cette femme-là
dont le mari est prophète et son mari est mort. Et son mari est mort en laissant une dette. Et les créanciers, c'est-à-dire ceux à qui le mari est parti emprunter l'argent là, ils sont venus après l'enterrement du mari pour dire que ton mari nous doit. Et il faut que tu nous rembourses l'argent que ton mari nous doit. La femme là, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, mais elle n'a rien. Elle dit, mais je vais faire comment? Les gens lui disent, mais tu n'as pas d'argent, c'est vrai, mais tu as des enfants. Elle dit, oui, j'ai des enfants. Donc, donne-nous tes enfants. Ils vont devenir nos esclaves dans nos champs jusqu'à ce qu'on ait récupéré par leur travail l'argent que les papas nous doivent. À ce moment-là, on va te sortir, on va te redonner tes enfants. Mais la maman là, elle regarde. Ses enfants devenir esclaves. Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent plus aller à l'école. Et puis là-bas, là même là, le travail est dur. Ils sont jeunes. Ils peuvent tomber malades. Ils peuvent mourir. Est-ce qu'une maman va laisser ses enfants aller comme ça dans les difficultés? Elle a regardé ça et a dit, bon, attendez, je viens. Elle a couru. Elle est partie voir le prophète, qui est le chef de son mari là. Comme ici, c'est comme si quelqu'un court et puis vient voir maman Olangui ou bien papa Olangui pour dire, voilà notre problème. On dit, mon mari est mort, il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes et à cause de ça, on veut prendre mes enfants pour aller en faire des esclaves. Peut-être même qu'on va les vendre. Il faut m'aider. C'est pas ce que vous allez faire. Pardon, il faut nous aider. Le prophète les a regardés. Le prophète a regardé la femme. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? La femme l'a dit, je n'ai rien. Si j'avais quelque chose, je n'allais pas courir pour venir ici. Je n'ai rien. Il dit, réfléchis bien. Examine bien. Il y a quelque chose chez toi. Qu'est-ce que tu as chez toi? Il faut chercher. Et quelquefois, c'est ça le problème. On est là, on dit, on veut faire des affaires. D'accord. Mais tu veux faire des affaires en quoi? Ah, vraiment, moi, je n'ai rien. Tout ce que tu me donnes, je fais. Non. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a cherché jusqu'à... Finalement, elle a trouvé. Elle dit, ah, je n'ai rien, mais j'ai juste un petit fond d'huile qui est resté dans ma maison. Donc, tu as un fond d'huile dans ta maison, et puis tu dis que tu n'as rien chez toi. Notre problème, c'est ça. Ce qu'on a à la maison, là, ce que Dieu nous a donné, là, ce que Dieu a mis dans notre main, là, on méprise ça. Peut-être que toi, ce que Dieu a mis dans ta main, quand tu es né, c'est la couture. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la danse. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la bonne santé pour pouvoir cultiver la terre. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la capacité de faire, chez moi on appelle ça djumbre. Djumbre, c'est, vous savez, le gombo là. Quand tu as séché, quand tu récoltes le gombo, il est frais. Mais tu peux le faire sécher et puis tu le mets en poudre. Et puis quand tu l'as mis en poudre, tu le vends et on prend ça pour faire les sauces. Il y a des femmes, quand elles font le djumbre là, mais c'est tellement doux parce que la sauce, quand tu la fais, elle est gluante. Alors qu'une autre femme va faire, c'est sec, c'est vilain, ça sent mauvais. Est-ce que vous voyez? Peut-être que ce que Dieu t'a donné là, c'est de savoir faire le djumbre. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta maison? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme capacité? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Il n'y a pas une personne dans le monde à qui Dieu n'a pas donné au moins un talent.
On est d'accord? Il y en a même à qui Dieu a donné 2 talents, 3 talents, 4 talents. Tout à l'heure, on va faire l'exercice. Vous allez me dire quels sont les talents que Dieu vous a mis dans vos mains. Et quand la femme a fini par trouver ce que Dieu lui a donné, c'est un petit... On n'a pas besoin de grand-chose. Un fond d'huile dans une bouteille. Le prophète lui a dit, bon, deuxième chose, il faut que tu sois capable d'aller convaincre les gens de ton quartier là de te donner des bouteilles vides. Est-ce qu'on est capable de trouver des gens dans le quartier qui vont nous aider et qui vont nous donner des bouteilles vides, c'est-à-dire des bouteilles dont eux-mêmes n'ont même plus besoin. Quand tu prends ça même, tu les débarrasses. Mais si tu n'es pas gentil avec eux, ils ne te donneront pas. On est d'accord? Tu es avec ta voisine. Si tu ne t'intéresses pas à ta voisine, elle ne te donnera rien. Si tu es méchante avec les enfants de ta voisine, elle ne te donnera rien. Si tu ne sais pas parler à la voisine, elle ne te donnera rien. Si tu ne sais pas convaincre ta voisine, elle ne te donnera rien. Dieu vous a donné à chacun d'entre vous, à chacune d'entre nous, là, la capacité de placer, de négocier pour obtenir les choses dont nous avons besoin. Quand elle est partie faire ça, elle a pu ramasser un grand nombre de bouteilles. Peut-être qu'elle a ramassé là, peut-être 300 bouteilles. Et puis elle est venue dans sa maison avec. Troisième chose que le prophète va lui apprendre. Quand tu as ramassé les produits et que tu vas maintenant venir faire ce que Dieu te permet de faire là, il faut les traiter avec discrétion. Dans le secret même quelquefois. Tu n'as pas besoin d'aller donner ton plan et ta recette à tout le monde parce que demain tout le monde va faire ta recette et puis toi tu vas tomber. On est d'accord? Donc le prophète lui a dit, va, appelle tes enfants. Appelle tes enfants. Quand je dis tes enfants, ce n'est pas seulement ceux qui sont nés qui sont sortis de ton ventre, mais tu as des enfants qui sont avec toi, avec qui tu travailles, c'est peut-être tes collaborateurs, c'est peut-être tes neveux, c'est peut-être tes nièces, c'est peut-être des gens avec qui tu as l'habitude de faire des choses importantes. On dit, il faut appeler tes enfants. Tu fermes ta porte, et puis à l'intérieur là-bas, vous remplissez les bouteilles. Parce que quand tu vas remplir les bouteilles là, il faut que ce soit un travail qui est fait avec sérieux. Sans tricherie. Parce que quelquefois aussi c'est ça. Hein? Comme on veut gagner beaucoup d'argent, on fait la pâte d'arachide. Hein? Et puis la peau d'arachide là, qu'on a pris, qu'on a enlevé là. On va venir piler ça, mettre ça en poudre, mélanger avec la pâte pour avoir de grandes quantités. Mais quand tu fais comme ça, aujourd'hui, la dame là qui vient acheter la cliente, là, elle ne sait pas. Mais quand ça va préparer à la maison, elle va voir que tu l'as roulé. Demain, elle ne reviendra plus. Tu as perdu un client. Hein? Faire le travail qu'on a à faire avec munitie, dans le respect du client. Hein? Ça, je dis ça surtout pour les couturières et puis les tailleurs là, qui donnent des faux rendez-vous. Ou bien il n'y en a pas ici. Hein? Il n'y en a pas ici. Hein? Qui donnent les faux rendez-vous à leurs camarades. Et puis, au moment où le client vient récupérer son habit, elle fuit, elle quitte l'atelier, ou bien elle va se cacher derrière là-bas pour qu'on la voit. C'est extrêmement important. J'insiste là-dessus. On est dans une époque de l'Afrique où on doit démontrer au monde entier, à commencer par ceux qui habitent avec nous là, que nous, les Africains là, on fait un travail de qualité. Amen. Si tu viens
passer un contrat avec nous, mais le travail que tu vas, le résultat que tu vas avoir là, ça va être un travail de qualité. Nous, les Africains et les Africaines, nous sommes des gens dont la parole là est tellement chère que quand il y a un contrat avec nous, on n'a même pas besoin même de signer le contrat. Ce qu'on a dit dans notre bouche là, ça nous engage tellement qu'avec ça, tu peux dormir tranquille. C'est le genre de femmes et d'hommes que nous devons devenir dans l'Afrique là. Au Congo ici, il faut que quand j'ai quitté le Congo et que je retourne chez moi, je puisse dire, j'ai commandé, qu'est-ce qu'on mange ici qu'on peut exporter là? La pâte la pâte, non, la manioc pâte que vous faites avec, ça s'appelle chikwang. J'ai commandé du chikwang au Congo là-bas. Je dois recevoir ça tel jour. Mais je sais que c'est du chikwang de qualité. Ça va arriver en Côte d'Ivoire là, ce ne sera pas pourri. Ce ne sera pas détérioré. Malgré le Covid, là, je vais manger mon chikwang et je vais être en bonne santé. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on soit capable de faire du travail de qualité. Nous, les Africains, là, les gens nous ont trop dépeint, on leur a donné aussi l'occasion de dire, les Africains, c'est des faux types. Les Africains, là, c'est des roublards. Les Africains, là, c'est des voleurs. Ils n'ont pas de parole. Les Africains, c'est des paresseux. Hein? Vous n'avez pas entendu ça? C'est pas ça qu'on dit ici, l'Afrique? Nous devons, dans le travail que nous faisons là, être capables de changer ça pour que désormais, quand on dit « je m'en vais en Afrique », on soit sûr que là-bas, les gens qu'on va rencontrer là, c'est des gens qui sont comme ça, qui sont réglés comme ça. Donc voilà un petit peu quelques conseils que je voudrais vous donner, mais vous encourager en vous disant que le chemin que vous avez pris là, de vous-même constituer une caisse, c'est un chemin qui est extrêmement important et qui est extrêmement juste. La deuxième chose que vous allez faire, c'est chercher des gens qui vont vous encadrer. Ce matin, j'étais avec la ministre de la formation professionnelle, qui a de bonnes idées d'après ce qu'elle m'a raconté. Peut-être que si vous pouvez rentrer en contact avec elle, pour dire qu'on a des femmes dans telle région qui sont des agricultrices ou bien qui sont des productrices de ceci, qui sont des commerçantes. On veut que ces femmes-là, elles apprennent à lire et écrire si elles ne savent pas lire. Que vous, Madame la ministre, là, vous nous aidiez à trouver des gens qui vont venir donner les cours, qui vont venir encadrer les gens, pour que les femmes-là, elles soient capables non seulement de lire et écrire, de compter, de calculer, de faire elles-mêmes leur comptabilité, mais qu'elles soient capables même de travailler avec Internet, avec le téléphone, pour passer leurs commandes, pour vérifier leurs ventes, etc. Ça, c'est des choses que vous devez absolument faire. C'est des choses que vous devez absolument faire. Aujourd'hui, là, si tu t'assois et puis tu me dis, moi, je ne sais pas lire, moi, je ne sais pas écrire, ce n'est plus un argument. Ça ne doit pas arrêter quelqu'un, ça. Si tu ne sais pas lire, apprends à lire. Si tu ne sais pas écrire, apprends à écrire. Si tu ne sais pas calculer, apprends à calculer. Si tu ne sais pas utiliser Internet, apprends à utiliser Internet. C'est très facile. On a nos enfants de 4 ans aujourd'hui, là, c'est eux qui font Internet, non? Alors, si l'enfant de 4 ans peut utiliser Internet pour chercher ses films, etc., toi qui es la maman, là, pourquoi tu ne vas pas utiliser Internet? L'enfant, là, il est allé à l'école pour arriver à quel niveau et puis il sait utiliser Internet. Toi-même, ton niveau est supérieur au niveau de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire en entrée. Mais en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai tirée de toutes les discussions que j'ai eues avec les femmes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les aider même, j'ai créé une banque pour pouvoir aider les femmes. Malheureusement, avec la crise là, ma banque a été dissoute par ceux qui sont venus prendre le pouvoir après nous. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Mais vous allez voir que si vous commencez
et que vous faites ça sérieusement, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de difficultés en cours de route, hein, mais vous faites ça sérieusement, vous allez aboutir à une banque et les gens même vont courir après, les banquiers là vont courir après vous-même pour pouvoir récupérer une partie de votre argent.